question est bonne. Il faut placer cette question dans le contexte des années 60 du Québec, et à l'époque où j'ai fait mes choix. Comme c'était dit tantôt, je suis un petit-fils d'immigrant. J'étais d'une famille modeste, et comme il arrive souvent pour les immigrants de cette période-là surtout, la seule façon d'échapper à notre condition modeste était l'école. Et donc, c'était aller à l'école et aller à l'université, c'était quelque chose qui était extrêmement important dans la famille chez moi, surtout de la part de mon père, qui lui était un homme qui n'avait jamais été à l'école plus loin que l'école primaire, l'école élémentaire. Donc, comme on avait des moyens intellectuels suffisants pour aller à l'école et qu'on avait progressé à l'école, il avait insisté pour que tous ses enfants aillent à l'école et à l'université. Et à l'époque du Québec des années 60, les options à la sortie de l'université intéressantes pour sortir de cette condition n'étaient pas si nombreuses que ça. C'était ce qu'on appelait les professions libérales à l'époque. Et la médecine en était une. Et donc, sur le plan intellectuel, ça devenait un choix relativement facile. Dans ma famille, j'ai 4 autres frères et sœurs. 2 autres sont médecins, une est architecte et une est avocate. Donc, ça donne une idée du tableau, alors que notre père était mécanicien d'automobile. C'est intéressant la façon dont vous posez la question aussi. Je vais revenir sur quelque chose. C'est que lorsque mon père est décédé, il avait insisté pour que tous ses enfants assistent à la lecture successive de tous ces testaments qu'il avait faits. Et dans un de ces testaments-là, il avait bel et bien écrit que s'il lui arrivait quelque chose, tous ses enfants les plus vieux auraient eu à l'époque l'obligation de s'assurer de faire en sorte que tous les enfants plus jeunes puissent aller à l'école et à l'université, y compris les filles. Et dans la famille, chez moi, les 2 filles étaient les plus jeunes. Et donc, ça se passait pour un testament qui avait été écrit en 1950, en 1957, ce qui montre bien toute l'importance que l'école avait. Et donc, dans ces conditions-là, ayant étudié, y étant arrivé, ayant les notes pour le faire, donc le choix d'une profession comme la médecine s'imposait assez bien. Et comme je pense que dans la famille, chez moi, et nous tous individuellement, nous n'étions pas des gens dont l'intérêt principal était le développement personnel, l'enrichissement. Il n'était pas question qu'on aille en affaires. Donc la médecine, c'était, je pense, une profession qui avait des caractéristiques d'altruisme, je pense, qui convenaient à nous tous. La médecine comme étant la profession globalement. Si vous posez la question pourquoi la médecine par rapport à la chirurgie, bien ça c'est une autre question. Nous avons vu tous les 5 gradués, et une fois que tout ça a été fait, mon père, à l'âge de 60 ans passé, s'est réinscrit à l'école pour faire ses études secondaires. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires après sa retraite. Quel homme! Ce qui donne une idée là, de comment cela était important. Ma mère, par contre, était une femme intellectuelle, cérébrale, qui, si elle avait été en l'an 2000 plutôt qu'en l'an 1945, quand elle s'est mariée, aurait probablement eu une carrière de secrétaire de direction là, extrêmement importante, parce qu'elle était une femme brillante qui avait fait des études autant qu'on pouvait en faire à l'époque pour une femme. Et c'est une femme qui parlait et écrivait parfaitement le français, l'anglais et l'italien. Mais en 1945, elle s'est mariée, elle a abandonné sa carrière de secrétaire de direction pour une compagnie importante de Montréal pour s'occuper de ses enfants. Parce que en 1945, c'est ce qu'on faisait. Il est retourné travailler ensuite dans un poste qui lui convenait, qui était
un poste dans un service de traduction dans une entreprise de Montréal importante, à peu près dans les années 80. Alors, donc, ma mère, à cette époque-là, j'étais dans la cinquantaine. La néphrologie, c'est arrivé, je dirais, par élimination. C'est-à-dire, j'arrivais à la fin de mes études de médecine et à l'époque, on faisait encore un internat de rotation, on faisait toutes les spécialités. Et là se posait la question assez simple à l'époque de savoir est-ce qu'on s'en va en médecine de famille, est-ce qu'on fait de la chirurgie, est-ce qu'on fait de la psychiatrie ou est-ce qu'on fait de la médecine interne ou une des spécialités de la médecine interne. Je trouvais qu'il fallait probablement être audacieux ou téméraire pour aller faire de la médecine générale avec les connaissances que j'avais à la fin d'un cours de médecine générale. Là, je pensais que c'était plus intéressant d'avoir des connaissances un peu plus pointues. Je ne me voyais pas chirurgien, encore moins psychiatre, donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire de la médecine interne. Et à l'intérieur de la médecine interne, comme je vous disais tantôt, là, je suis plutôt rationnel ou cérébral là, de personnalité. À l'intérieur des spécialités de la médecine interne, une spécialité qui était très, je dirais, cérébrale, là, parce qu'il fonctionne avec le laboratoire et les analyses et ces choses-là. Donc la néphrologie s'imposait bien. Là. Et je ne me voyais pas en gastro parce que je trouvais ça à un autre niveau, disons, par rapport à la néphrologie. Et je ne me voyais pas en cardio non plus, où c'était toujours de l'instantané, ou à peu près. Alors que la néphrologie, ça répondait à tout ça. Aucun regret? Aucun regret. C'est-à-dire, le seul regret que je peux avoir, ou que j'ai, en rétrospective, c'est de ne pas avoir été aussi savant que j'aurais voulu l'être. Mais ça, on n'est pas tous comme vous, ou comme d'autres. Hein. Mais si je devais recommencer, je recommencerais de la néphrologie. Dans la néphrologie, assez rapidement, j'ai décidé que je ferais la carrière du côté de la transplantation. Et non pas du côté de la néphrologie générale, et non pas non plus du côté de l'insuffisance rénale terminale. Parce que je trouvais ça un peu répétitif ou ennuyeux et sans voie de sortie que de voir ces gens, par exemple, qui étaient en dialyse et qu'on voyait 3 fois par semaine. Là. Ceux qu'on voyait le lundi, on savait qu'on les reverrait le mercredi et le vendredi. Ceux du mardi, on savait que ce serait jeudi et samedi, et indéfiniment pour le reste de leur vie. Alors que dans le fond, si on voulait changer la vie de ces gens, à l'époque c'était en 1977, 75, 77, et je dirais encore aujourd'hui, si on veut changer la vie de ces gens-là de façon drastique, c'est de leur donner autre chose, et la transplantation était la seule solution ou la seule option. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller dans ce chemin, que je n'ai jamais regretté non plus. Ce serait un peu excessif de dire que j'ai eu un maître. Disons que localement, dans l'ensemble de mes collègues que j'ai connus et rencontrés, avec qui j'ai travaillé, la personne à qui je ressemblerais le plus, d'une certaine façon, serait probablement mon collègue, mon ex-collègue, Dr. Claude Baudry, qui avait fait carrière, lui, dans mon service. Il avait été mon chef de service à l'époque où je suis arrivé en néphrologie. C'était un homme dont la carrière avait, je dirais, toujours été d'être au service d'autrui, davantage que de travailler pour lui-même. Et comme je vous disais tantôt, là, je ne suis pas un savant et je n'ai jamais pensé être un savant. Donc, si je dois parler de modèle, je dois plutôt parler de modèle sur la façon de travailler. Est-ce que j'aurais travaillé pour la carrière, ou est-ce que j'aurais travaillé pour des prix, ou est-ce que j'aurais travaillé pour l'enrichissement? Non. Alors que le modèle que j'avais, ça avait été cet homme-là qui avait été un homme qui a toujours travaillé pour les autres.
En fait, vous disiez tantôt, je pense que vous m'avez demandé tantôt si j'avais fait ou si j'aurais fait une autre profession dans la vie. Vraisemblablement que l'enseignement en est une que j'aurais pu choisir, que j'aurais choisi. D'ailleurs, sur mes 4 enfants, il y en a 2 qui sont dans l'enseignement. C'est une certaine idée. Et puis, j'ai l'habitude d'expliquer les choses ou de vouloir expliquer les choses. Ce qui agaçait souvent mes enfants à l'époque où ils étaient à l'école. Et puis qui disaient, papa, baisse le doigt quand tu parles. Parce que j'essaie d'expliquer les choses. Donc l'enseignement, globalement, est quelque chose que j'aime. Quelles sont les caractéristiques, à votre avis, d'un grand enseignant? Je pense qu'il y a deux il y a l'enseignement technique proprement dit, là, de la transmission des connaissances, qui se fait de façon suivante. Je pense que l'avantage ou l'intérêt de l'enseignement pour moi, c'est que ça nous oblige à maîtriser un sujet pour bien le donner. Parce que, comme disait l'autre, le grand boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, mais pour passer à la 3e étape, il faut travailler et y arriver. Donc, bien connaître et maîtriser un sujet et se donner la discipline pour le transmettre, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais ce qui, à mon avis, a été le plus important pour moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner un enseignement de rôle, de modèle, c'est-à-dire que les gens autour de moi, avec qui je travaillais, que je transmette le goût de faire des choses, le goût d'apprendre, le goût de ne pas laisser une question sans réponse, le goût de rendre service aux gens et le goût d'avoir une attitude qui est d'abord tournée vers le malade et non pas vers soi. Je pense que si je voulais laisser un souvenir à ceux avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai enseigné, je voudrais qu'ils gardent le souvenir plutôt de ce modèle que j'ai été. Et non pas le souvenir de ce que je leur ai enseigné, parce que ce qu'on leur enseigne, vous savez, c'est écrit dans les livres partout. Donc, il suffit de prendre un livre et on va trouver. Alors que le modèle, c'est pas écrit dans les livres. Le goût, le plaisir. Oui. D'avoir... La joie de la médecine. Pardon? Vous avez dit le goût. Ou le plaisir. Le plaisir. Et ce plaisir de se retrouver dans cette situation privilégiée qui est la bulle dans laquelle nous sommes quand on est devant un malade. Et en fait, avec toutes les contraintes ou les contingences qu'on peut avoir dans nos systèmes de santé avec les malades, et tout ça, ça peut nous ennuyer, nous embêter à divers égards. Mais au moment où on est assis à un bureau, le malade est devant vous, et vous êtes de l'autre côté, on est dans une espèce de bulle, une espèce d'état de grâce, et rien de ce qui se passe à l'extérieur ne nous touche. Et en fait, chaque malade qu'on voit, individuellement, moi je pense que c'est ça qui m'a sauvé dans ma carrière, chacun des malades qu'on voit individuellement, on est seul avec lui. C'est le seul qui compte dans la vie. Ceux qu'on a vus avant, c'est terminé, les autres après, on y verra. Mais au moment où vous êtes avec moi, ça, rien ne doit venir perturber cette relation. Et ça, j'ai eu du plaisir à ça, dans toute ma carrière. Et si je pouvais continuer ou recommencer, c'est cela que je rechercherais. C'est une relation de... Il faut que ce soit une relation de confiance, uniquement. Un vient vous poser une question ou vous demander un service et vous êtes là pour lui répondre à sa question et lui rendre le service. Et cette relation de confiance, il faut que ce soit une relation de confiance absolue et aussi absolue que possible. Vous savez, le seul modèle de relation de confiance absolue que je connaisse, c'est votre enfant qui a 2 ans ou 1 an et demi, qui est dans l'escalier sur la 4e marche. Vous êtes en bas de l'escalier, il saute
et vous l'attrapez dans les bras. Et il est certain, cet enfant-là, que jamais vous ne l'échapperez et que jamais il se blessera. Connaissez-vous une autre situation dans la vie où la confiance est aussi absolue que ça? Moi, je n'en connais pas d'autre. Parce que quand on vieillit, on a des relations avec des adultes, là. On réfléchit, on pose des questions, on dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est sûr, c'est pas sûr. Mais l'enfant, lui, votre enfant, lui, il ne doute jamais que vous allez l'attraper et que jamais il va tomber, que jamais il va se blesser. Donc, avec le malade, on devrait tendre à cette relation de confiance absolue. Difficile à dire de façon précise, là, mais je me souviens d'une malade qui m'a dit une fois, une malade que je suivais depuis un bon bout de temps, et qui était une malade greffée, et qui avait été hospitalisée dans le service avant que j'y arrive, là, soit que j'étais en vacances ou j'étais en activité dans une autre section du service. Et puis, la situation de son greffon allait plus ou moins. Là. Et puis, elle me dit à répétition, cette femme, dans les années qui l'ont suivi, que le matin où je suis arrivé, le lundi matin, pour prendre mon service, elle me dit, quand vous êtes arrivé à ma chambre, et puis que vous m'avez parlé, et que vous avez commencé à vous occuper de moi, et je vous connaissais d'ailleurs, non? Elle dit, à partir de ce moment-là, j'ai su que ce serait correct. Et ça fait partie des souvenirs que j'ai qui me feront plaisir. Pas spécifiquement pour cette femme-là, cette malade-là, mais pour le genre de situation qu'elle décrivait. Donc ça va un peu en continuité avec cette histoire de confiance dont je vous parlais tantôt. Parce que sinon, le reste, comme je vous disais tantôt, là, je ne suis pas un carriériste, je n'étais pas à la recherche du prix Nobel, ni rien de ça. Là, donc, mes plaisirs étaient dans la relation avec les patients. Il y en a eu beaucoup, de moments difficiles. En fait, c'était ce que j'ai trouvé, ce qui était le plus difficile, c'était, je dirais, la quotidienneté des difficultés qu'on a à obtenir ce qu'on veut pour le traitement des malades. Vous savez, les contraintes budgétaires qui font en sorte que vous avez besoin d'un examen, il faut vous battre pour l'avoir à une certaine époque. Il faut parfois avoir besoin d'un consultant, et puis on sait que ce consultant-là, vous avez toujours des difficultés à obtenir de lui ce que vous voulez. Là. C'est la somme des petites contraintes de la vie quotidienne. En fait, vous me poseriez la question, quand j'ai arrêté de faire de la néphrologie, là, il y a 1 an et demi à peu près, là, pourquoi j'ai arrêté? Bien, j'ai arrêté parce que je ne voulais plus subir ni le stress, ni les contraintes, ni les échéances, ni ces petites choses de la vie quotidienne. J'ai jamais eu d'accident ou de problèmes importants avec les malades. Là. Je dirais peut-être qu'une fois, ça m'est déjà arrivé dans une histoire de greffe avec un donneur vivant, lequel greffe avait été faite le vendredi, je pense. Là. Et puis, ou le jeudi, et puis le vendredi, ça ne fonctionnait plus. Et puis, je suis parti à la fin de la journée en me disant, se peut-il que j'ai fait quelque chose là, qui m'est échappé? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça devrait fonctionner, cette affaire-là. Et puis, j'avais passé la fin de semaine. En fait, c'était, je pense, la première fois que je m'occupais d'un donneur vivant qui était un échec, qui se dirigeait vers un échec. J'avais beaucoup de mal à supporter ça. Et j'avais passé tout le week-end à me triturer l'esprit, à me demander qu'est-ce qui a pu arriver, qu'est-ce que j'ai donc pu faire, ou qu'est-ce que je n'ai donc pas vu qui a amené cette situation-là. Pour me rendre compte, le lundi matin, je disais que mon collègue de garde aurait dû me téléphoner le samedi pour me dire qu'il avait trouvé la solution. C'était un problème technique sur l'artère rénale, ce qui était banal, ce dont les gens se sont rendus compte à la fin de la journée, là, le vendredi après que j'ai été parti. Mais ça avait été un moment difficile dans ma carrière, parce que je me disais que j'avais
travaillé fort, j'avais fait les choses correctement, que je pensais, et je me trouvais confronté à un échec important. Mais c'était au début de ma carrière, ça. Depuis ce temps-là, j'ai appris que des échecs, ça peut arriver sans que ce soit de ta faute. Là. À l'époque, je ne savais pas encore. Maintenant, j'ai arrêté de faire de la néphrologie le 31 décembre 2011. On est maintenant 15 mois après. Et je pensais m'être préparé à l'arrêt de la pratique active. J'ai trouvé ça intolérable, je dois dire. Et au bout de 3 mois, comme par hasard, en hôpital, on m'a proposé d'occuper le poste de médecin examinateur. Je pense qu'en France, il existe une fonction qui est équivalente, là, qui s'appelle le médecin médiateur, je pense, quelque chose qui ressemble à ça. Et j'ai commencé à faire cet emploi le 1er avril 2012, et j'y suis toujours. Et j'adore la fonction, dans la mesure où ça me garde actif, même si ça ne m'occupe qu'une journée, une fraction par semaine, mais ça garde le cerveau actif toute la semaine. C'est extrêmement important. Ça me met en contact avec à peu près toutes les spécialités existantes de l'hôpital. Tous les jours où j'ai affaire à travailler, j'apprends quelque chose de neuf ou de nouveau. Et je trouve extrêmement utile et intéressant cette relation qu'on a entre le plaignant et le médecin, vis-à-vis qui est la plainte, et d'arriver à comprendre la situation, l'expliquer, donner une opinion sur le fait que cette plainte était fondée ou non, et donner une opinion sur la réaction du médecin en rapport avec cette plainte. Je trouve que c'est plein d'enseignements, de pédagogie et de tout ça. Et je suis très heureux dans cette fonction, qui est en continuité probablement aussi avec la personnalité ou les caractéristiques que j'avais, dont je parlais tantôt, donc, qui était d'être plutôt cérébral ou intellectuel. Donc il y a un travail d'analyse de la situation sur les dossiers et dans l'entrevue avec les gens, qui, je pense, me sied tout à fait, me convient tout à fait. Et j'aime beaucoup. Au lieu d'être un rapport médecin-patient, c'est un rapport médecin-plaignant, si vous voulez. Donc, il faut mettre le plaignant dans une relation de confiance avec la personne qui examine sa plainte. Et il faut aussi mettre le médecin dans une relation de confiance avec la personne qui étudie sa plainte aussi, pour qu'à la fin, la conclusion qui est donnée ou l'opinion qui est donnée fasse en sorte que les deux personnes soient satisfaites de la réponse. Et comme le faisait remarquer quelqu'un que je rencontrais récemment, même si dans ce rôle, que dans d'autres pays on appelle médiateur ou conciliateur, même si on ne fait pas la conciliation tout à fait dans tous les cas, le fait que le plaignant soit content de la réponse qu'on a donnée et que le médecin accepte la réponse ou la conclusion qu'on a donnée, c'est que dans le fond, les deux se sont rencontrés sur un certain plan. Là. Et je pense que ça est intéressant aussi. Et ce j'ai trouvé intéressant aussi dans ce travail, c'est, et qui rend ce travail facile, je dois dire, c'est toute la collaboration que mes collègues les médecins donnent à cet égard-là. Quand on les appelle pour leur dire qu'il y a une plainte contre eux, il pourrait y avoir une réaction de colère là, qui peut être spontanée et légitime. Mais en réalité, non, la plupart des gens là, cherchent à comprendre ce qui s'est passé et à vouloir corriger la situation s'il y avait quelque chose à corriger. Et d'un autre côté, il y a un effet d'éducation à faire aussi, à la fois auprès du médecin et un rôle d'éducation à faire aussi auprès du plaignant, dans les cas où sa plainte n'aurait pas été fondée. Je pense, en effet, oui. Assez utile, je pense, l'expérience dans cette situation-là, y compris l'expérience qui est la connaissance des collègues qu'on connaît depuis longtemps. Là. Ça nous aide un peu à les aborder.
trouve votre question un peu spécifique. Là, je ne pense pas que la curiosité ait plus de rôle en médecine qu'en toute autre chose. Je pense que apprendre et connaître dans l'absolu, quelle que soit la discipline dans laquelle on travaille, là, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut, à mon avis, ne jamais laisser une question sans réponse. Ce qui ennuyait un peu mes enfants quand je voyage avec eux, ils me disent toujours, quand tu voyages, je m'arrête devant une plaque et je lis la plaque, ils me disent, papa, à quoi ça te sert de lire cette plaque-là? Je me dis, on ne sait pas à quoi ça sert de lire cette plaque aujourd'hui, mais peut-être que ça va servir dans 20 ans. Là, je me souviendrai dans 20 ans que j'ai vu cette plaque et ça va me donner une réponse à une question. Donc, moi, j'essaie de ne jamais laisser une question sans réponse. Ce n'est que le temps et ma capacité d'emmagasiner les réponses qui me limitent, mais autrement, je n'arrêterai jamais. Parce que je pense que ça ne va que s'améliorer. Je pense que les résultats ne vont que s'améliorer encore. Les choses seront de plus en plus faciles. J'imagine, pour ce qui est de la transplantation, qu'on va finir par trouver une solution à des immunosuppressions là, très spécifiques qui feront en sorte que nos organes seront conservés, ceux qu'on aura voulu transplanter, mais qu'on n'aura pas tous les effets secondaires qui sont la limitation dans tout ce qu'on fait. Et mieux que ça, plus loin, ça c'est pour demain, mais pour après-demain, je pense qu'on va finir par reconstituer les organes. Et là, on n'aurait plus besoin des immunosuppressions. Et donc, on va penser que toutes les choses iront pour le mieux pour tout le monde, je dirais tout le temps. Mais ça ne peut pas être pour tout le temps, parce que la vie est une maladie mortelle. Il faut qu'elle s'arrête un jour. Mais disons que pour ce qui est des vies qui sont mises en danger, simplement parce qu'il y a un organe qui est défaillant une fois, le fait de pouvoir le remplacer par un organe reconstitué, bien, pour moi, ça va solutionner ce problème-là. Mais je pense que si on attend assez longtemps, ça va arriver. Je ne suis pas convaincu que ça va arriver suffisamment rapidement pour m'aider moi, mais ça devrait arriver suffisamment rapidement pour aider ceux qui sont arrivés. Par la médecine, j'avais déjà dit pendant longtemps que une autre chose que j'aurais aimé, ça aurait été de piloter un Boeing avec 400 personnes en arrière. J'ai dit ça assez suffisamment de fois dans ma vie que pour mes 50 ans, ma femme m'offre un cours de pilotage que j'ai fait et que je n'avais pas fait avant parce que le fait de m'être marié et avoir eu des enfants, pour ne pas mettre en danger ni la survie de mes enfants ni de ma femme, j'avais renoncé au fait d'aller en l'air. Mais pour mes 50 ans, ma femme m'a donné la permission de le faire, donc je l'ai fait. Et donc j'ai obtenu un brevet. Ce qui m'a donné un grand plaisir à faire aussi, parce que là aussi, comme vous savez, les avions sont des objets remarquables qui font exactement ce qu'on leur demande de faire. Si vous demandez à un moteur de tourner à tant de tours, si vous demandez à un aileron d'être abaissé ou élevé de tant de degrés, l'avion fait exactement ce que le constructeur avait prévu que l'avion ferait. Donc, si vous étudiez ça bien, parce que là aussi on arrive à la question de l'étude dont on parlait tantôt, et que vous réussissez à faire ça, ça vous donne un immense plaisir de l'avoir réussi, et de le faire et de le maîtriser. Ensuite, quand j'ai étudié pour mon cours de pilotage, c'était la première fois dans ma vie depuis 20 ans ou 25 ans que j'étudiais une matière complètement neuve de la vie. Parce qu'avant, j'avais étudié pour mes études générales, ensuite la médecine, mais dans les 20 années qui avaient suivi, entre l'âge de 30 ans et l'âge de 50 ans, je n'avais fait que continuer en médecine. Là, quand je suis arrivé dans le monde de l'aéronautique, c'était complètement nouveau. Donc, je me suis assis pour étudier, faire mes devoirs et mes leçons, comme il fallait, comme un bon élève, avoir un examen à une date d'échéance déterminée, et je voulais absolument arriver à l'examen, réussir l'examen du premier coup, avec une bonne note, parce qu'à l'époque, j'avais des enfants à l'école secondaire avec qui je trouvais qu'il était important d'arriver à la maison, de dire, vous voyez, votre père a réussi,
Et puis quand j'ai apporté ma note à la maison, mes enfants, ils ont dit « Wow, papa! » Je leur ai dit « Voyez, ça pourrait être pareil pour vous. » Donc, j'ai fait ça. Donc, c'était un vieux rêve là, que ma femme m'a offert pour mes 50 ans. Et vous volez maintenant? Non, je n'ai pas continué à voler beaucoup parce que, d'une part, ça prend du temps. Il faut réunir, si on veut voler de façon sécuritaire, il faut réunir les conditions parfaites, psychologiques, mentales. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas avoir de préoccupations, il faut faire les choses correctement. Et comme me disait mon instructrice à l'époque, il vaut mieux être à terre et rêver d'être en l'air qu'être en l'air et regretter de ne pas être à terre. Je lui dirais de se lancer dans ce métier ou dans cette profession-là avec fougue et passion. De le faire et de le faire en pensant que il va se lancer dans une aventure où il aura avec les gens une relation privilégiée que peu de métiers permettent d'avoir. Et qui doit se préparer à le faire et le faire avec, comment je dirais, là, beaucoup de sincérité, d'humanisme. Ce n'est pas un métier banal, ce n'est pas un métier ordinaire, si on veut le faire correctement. Ce n'est pas un métier qu'on fait, là, on commence le matin, puis on finit à la fin de la journée, là, puis ensuite on s'en va à la maison en disant, bof, il arrivera ce qu'il arrivera. Là. On ne doit pas apporter tous nos problèmes à la maison, c'est sûr, mais c'est pas un métier où on doit se permettre de ne pas être au-dessus de la quotidienneté des choses. Donc, il y a peu de métiers dans le monde pour lesquels les individus vous donnent leur confiance absolue. Hein. En fait, la médecine est un de ces rares métiers. Il faut mériter ça, et puis il faut se préparer à ça, puis il faut le faire avec cet enthousiasme et cette passion-là. Si on ne le fait pas par passion, je pense que c'est sans intérêt. On serait aussi bien de faire, c'est trop long, la comptabilité ou autre chose. Quoique n'importe quel métier, si on veut bien le faire, on peut le faire avec passion. Puis si on le fait avec passion, ça fait la différence entre ceux qui le font bien et ceux qui le font de façon très ordinaire. Je dirais d'en faire aussi, de la même façon, avec la même passion, puis la même envie de rendre service aux gens. Évidemment, moi qui ai fait de la transplantation, c'était plus facile ou plus évident de voir le résultat positif d'une transplantation réussie. Je comprends la difficulté de maintenir le cap et la persévérance pour les gens qui sont déjà en insuffisance rénale terminale et puis dont la vie quotidienne est la dialyse, là, pour lequel il n'y a pas beaucoup d'autres issues que l'espérance d'une transplantation. Là. Mais comme je n'ai pas fait beaucoup de dialyse à ma vie, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais pour la transplantation, je pense que les gens qui veulent le faire, s'ils le font avec passion, ils sont capables de transmettre cette passion aux gens et la confiance aux gens et l'espoir aux gens. Et je pense que c'est ça qui est important. Qu'il y a de la poésie dans la médecine. Certainement, mais comme je ne suis pas un poète, là, je ne pourrais pas vous en parler longuement, mais j'imagine, oui. Et comme je sais que vous vous intéressez à la poésie, donc je comprends que c'est une question piégée. Je ne suis pas moi-même un poète, je ne pourrais pas vous dire. Mais disons, non, la poésie, je ne sais pas.
Du romantisme, oui. On va dire du romantisme, c'est plus large que la poésie. Oui. Comme toutes ces situations où on fait appel aux émotions, aux sentiments et aux valeurs supérieures. On peut parler sur le plan personnel d'abord, et puis on parlera des choses de la transplantation par la suite. Sur le plan personnel, il est sûr que ça a été un séjour qui a été marquant dans ma vie parce que j'ai rencontré ma femme que j'ai ramenée, avec qui je suis depuis 35 ans. Donc, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas marqué et que j'en ai pas gardé un souvenir indélébile, si vous voulez, et qui fait qu'au bout du compte, et ça c'était simplement une anecdote, au bout du compte, il y a 3 ou 4 ans, ma femme s'était aperçue que il me restait pas une imperfection, mais une qualité que je n'avais pas encore, qu'elle avait et que ses enfants avaient, c'était celle d'être française. J'étais le seul dans la maison qui ne l'était pas. Donc, au bout de 35 ans, on a mis en place ce qu'il fallait pour que j'obtienne la nationalité française. Je suis donc un Français né hors de France et inscrit au registre. Donc, voyez-vous, donc c'est ça en plus. Ça, c'est l'anecdote. Pour répondre à votre autre question sur les relations entre la France et le Québec pour ce qui est de la transplantation, comme vous savez, vous en doutez, il y a, je pense que je dirais presque la moitié des gens qui s'occupent de transplantation au Québec qui ont fait leur formation complémentaire post-études de médecine, post-spécialité en France. Moi-même, j'ai été avec elle. J'ai une collègue qui fait la transplantation avec moi qui y est allée aussi, puis qui a suivi. Il y a plusieurs étudiants que nous avons eus qui ont voulu s'intéresser à la transplantation parce qu'ils voulaient faire le suivi des malades transplantés et préparer les malades à transplanter dans leurs services respectifs, qui sont des services non universitaires, mais des services de région. Donc, ils ont eu besoin de faire des stages complémentaires. C'est en France qu'on les a envoyés, là. Donc, il est sûr que la transplantation française a toujours été un modèle pour les Québécois. Et je pense que il n'y a pas de doute que ça a été un apport considérable à la connaissance et dans l'expérience de nous tous. Vous avez gardé des amitiés? J'ai gardé des amitiés, c'est-à-dire des gens qu'on revoit toujours avec plaisir. Moi, j'avais travaillé surtout avec Henri Cress à Necker, que je revois toujours avec plaisir quand je le revois. J'ai connu aussi dans la même mouvance, là, Christophe Legendre, que je revois toujours avec plaisir, et d'autres personnes comme ça. J'ai passé deux années, là, on ne peut pas y passer 2 années sans qu'on reste marqué. Et j'ai aussi appris à aimer ce pays que je ne connaissais pas avant, non? Et dans lequel je me sens très, très bien quand j'y vais. En réalité, je serais condamné à y vivre, que je ne me plaindrais pas, même si je suis socialement un Québécois, là, tout à fait intégré et parfaitement québécois. Je pense que je suis moins italien que ce que je suis le moins en tout, c'est italien, oui. Parce qu'en fait, je suis génétiquement complètement, parce que tous mes grands-parents sont arrivés d'Italie, mais il y a plus de 100 ans. Le dernier arrivé est arrivé au Canada en 1912, je pense. Donc, mes parents sont nés ici, se sont rencontrés ici, venaient de 2 régions différentes, ne pouvant pas se parler dans leur langue respective. Donc, il fallait qu'ils se parlent français pour se comprendre. Donc, c'est un endroit où j'y suis retourné quelques fois. Là, il y a quelques cousins éloignés de la famille de ma mère qui y sont, que j'ai visité de temps à autre, là, mais c'est surtout été en France dans les dernières années pour les raisons que je vous ai dites. Là. Ma femme étant française.
est impossible d'aller en Europe sans arrêter dans sa famille, parce que sinon il aurait fallu donner des explications. Je pense que ce que je souhaiterais, c'est que ça continue dans le sens où ça va maintenant de la globalité dont on vient de parler, là. Qu'il n'y ait pas de limite au transfert des connaissances ou au partage des connaissances, et qu'il n'y ait pas de limite non plus dans les moyens mis à la disposition des néphrologues et de leurs malades, forcément, pour améliorer leur situation. Et que je souhaiterais que ça puisse être vrai à la grandeur du globe et non pas seulement dans le monde occidental que l'on connaît, dont on a l'habitude. On a souvent l'habitude de penser qu'il y a l'Amérique et il y a l'Europe, mais il y a tous ces pays en voie de développement et tous ces pays des autres continents qu'on connaît peu ou qu'on voit moins, mais dans le fond, il ne devrait pas y avoir de limite à personne, là, pour rien et quoi que ce soit. Et si on était capable d'avoir, je dirais, là, des échanges globaux, à la fois comme étudiants et comme professeurs, ceux parmi nous qui le sont ou qui le seront, de façon simple et facile, ce serait tellement plus intéressant parce qu'on a plein de choses à apprendre des autres, non pas juste sur les connaissances, parce que les connaissances aujourd'hui, on les a dans les livres, on a ça dans Internet, mais dans les façons de faire. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, là. Et si on était capable de rencontrer tous ces gens facilement et d'apprendre les uns par les autres, je pense que c'est ça qui serait l'avenir le plus intéressant pour nous tous. Merci. Merci, madame. Ça m'a fait plaisir.